22 avril 1453. Les gardes byzantins sur les murs de Constantinople regardent vers le nord, vers la Corne d'Or, le port naturel, protégé, qui garantit l'approvisionnement maritime de la ville. Ils voient non quelque chose d'impossible, des navires, des dizaines de navires de guerre ottomans. À l'intérieur du port protégé, comment sont-ils arrivés là? Une chaîne massive bloque l'entrée du port depuis des semaines. La flotte génoise alliée garde l'accès. Il n'y a aucun moyen pour les Ottomans d'entrer dans la Corne d'Or par la mer. Et pourtant, 70 navires de guerre ottomans flottent calmement dans le port, leurs voiles déployées, leurs canons pointés vers les murs nord de Constantinople. Les Byzantins ne comprennent pas ce qu'ils voient, parce que ces navires ne sont pas entrés par la mer. Ils sont venus par la terre. Pendant la nuit, le sultan Mehmed II a fait l'impossible. Il a transporté une flotte entière par-dessus une montagne. 8 miles de route à travers collines et vallées, 70 navires de guerre tirés par des bœufs sur des rondins de bois graissés. Quand les Byzantins réalisent ce qui s'est passé, leur morale se brise. 6 semaines plus tard, Constantinople tombe. 1000 ans d'empire byzantin se terminent. Tout commence avec des navires qui marchent sur la terre. Pour comprendre pourquoi Mehmed II a dû déplacer des navires par-dessus une montagne, il faut d'abord comprendre pourquoi Constantinople était considérée comme la ville la plus imprenable du monde médiéval. Constantinople n'est pas simplement fortifiée, elle est géographiquement bénie de défenses naturelles extraordinaires. La ville occupe une péninsule triangulaire entourée d'eau sur 2 côtés. Au sud, la mer de Marmara. Au nord-est, le détroit du Bosphore. Au nord, la Corne d'Or, un port naturel en forme de corne qui s'enfonce profondément dans les terres. Sur le seul côté terrestre, à l'ouest, les Byzantins ont construit le système de fortification le plus sophistiqué jamais conçu. Les murs de Théodose, 3 lignes de défense concentriques, un fossé extérieur de 25 mètres de large et 10 mètres de profondeur, un mur extérieur bas, un mur intérieur massif de 12 mètres de haut et 5 mètres d'épaisseur, renforcé par 96 tours espacées régulièrement. Ces murs n'ont jamais été franchis depuis leur construction au 5e siècle. Pendant 1000 ans, des dizaines d'armées ont essayé. Avars, Perses, Arabes, Bulgares, Russes. Tous ont échoué devant les murs de Constantinople. Mehmed II, sultan ottoman de 21 ans, arrive devant Constantinople en avril 1453 avec une armée de 80 000 hommes et la plus grande artillerie jamais assemblée pour un siège. Il a des canons gigantesques capables de lancer des boulets de pierre de 600 kg. Il a construit un château, Rumeli Hisar, sur la rive européenne du Bosphore pour contrôler le détroit et empêcher les navires de renfort d'atteindre Constantinople. Il a préparé ce siège pendant 2 ans avec une minutie obsessionnelle. Mais il a un problème stratégique fondamental qu'aucune préparation ne peut résoudre. Les murs terrestres sont si puissants que même ses canons géants ne peuvent les briser rapidement. Et pendant que son armée bombarde les murs jour après jour, Constantinople continue de recevoir des approvisionnements par la mer. Tant que la ville peut être ravitaillée par voie maritime, elle peut tenir indéfiniment. Les défenseurs byzantins ne sont que 7000 d'hommes contre 90 000 assiégeants ottomans. Mais ils ont des murs imprenables et un accès maritime ouvert. Ils peuvent attendre que Mehmed épuise ses ressources ou que des renforts chrétiens arrivent d'Europe occidentale. La clé de l'approvisionnement maritime byzantin est la Corne d'Or. Ce port naturel permet aux navires de décharger vivres, armes et renforts en sécurité totale, protégés des attaques ottomanes. L'entrée de la Corne d'Or, là où elle rejoint le Bosphore, est défendue par une chaîne massive tendue à travers l'embouchure du port. Cette chaîne flotte à la surface de l'eau, soutenue par des barils en bois, et bloque physiquement tout navire tentant d'entrer de force. De plus, la République maritime de Gênes, alliée commerciale de Byzance, maintient une flotte de navires de guerre à l'entrée de la Corne d'Or. Ces navires génois ont déjà démontré leur supériorité tactique sur les navires ottomans. Le 20 avril 1453,
3 galères génoises et un navire de transport byzantin chargé de grains ont affronté la flotte ottomane entière devant l'entrée de la Corne d'Or. Malgré leur infériorité numérique écrasante, les 4 navires chrétiens ont repoussé les attaques ottomanes répétées pendant des heures, coulé ou endommagé plusieurs navires ottomans et finalement forcé le passage jusqu'à la Corne d'Or pour livrer leur cargaison. Mehmed a observé cette défaite humiliante depuis la rive. Il était si furieux qu'il a failli exécuter son amiral sur place. Cette bataille navale révèle à Mehmed une vérité stratégique brutale. Sa flotte est inférieure aux navires génois et vénitiens en termes de qualité, de maniement et d'expérience des équipages. Il ne peut pas forcer l'entrée de la Corne d'Or par une attaque navale frontale. La chaîne et les navires génois bloquent efficacement tout accès par la mer. Mais tant que Constantinople contrôle la Corne d'Or, la ville peut être approvisionnée indéfiniment et le siège pourrait durer des mois ou des années. Mehmed calcule qu'il n'a pas des mois. Son armée consomme d'énormes quantités de nourriture et de munitions chaque jour. Les puissances chrétiennes d'Europe occidentale pourraient organiser une croisade pour sauver Constantinople si le siège se prolonge. Il doit prendre Constantinople rapidement. Pour cela, il doit couper l'approvisionnement maritime byzantin. Pour couper l'approvisionnement maritime, il doit contrôler la Corne d'Or. Et pour contrôler la Corne d'Or, il doit mettre des navires à l'intérieur du port. Mais comment mettre des navires dans un port dont l'entrée est physiquement bloquée par une chaîne et défendue par une flotte ennemie supérieure? Mehmed regarde une carte de Constantinople pendant des jours. Il étudie la géographie. La Corne d'Or s'enfonce profondément dans les terres, créant une péninsule étroite appelée Galata, sur la rive nord. Galata est contrôlée par les Génois qui maintiennent officiellement une neutralité prudente dans le conflit. Entre le camp ottoman au nord et la Corne d'Or au sud, il y a environ 8 miles de terrain vallonné. Des collines, des vallées, des ruisseaux, mais rien d'insurmontable pour une armée. Et puis, Mehmed a une idée tellement audacieuse, tellement insensée, tellement contraire à toutes les conventions militaires que ses propres généraux pensent qu'il plaisante quand il la propose pour la première fois. Si ces navires ne peuvent pas entrer dans la Corne d'Or par la mer, ils entreront par la terre. Il va transporter sa flotte par-dessus les collines et déposer ses navires directement à l'intérieur du port protégé. Contourner la chaîne, contourner les navires génois, mettre des dizaines de navires de guerre ottomans à l'intérieur de la Corne d'Or où les Byzantins croient être absolument en sécurité. C'est une idée folle. Mais c'est aussi la seule solution au problème impossible de Constantinople. Transporter des navires par voie terrestre n'est pas une invention de Mehmed II. L'idée existe dans l'histoire militaire ancienne. Les Vénitiens avaient transporté de petits bateaux par-dessus les Alpes au Xe siècle. Alexandre le Grand avait déplacé des navires sur de courtes distances pendant ses campagnes. Mais ce que Mehmed propose est d'une échelle complètement différente. 70 navires de guerre. Pas de petits bateaux fluviaux, mais de vraies galères de combat, certaines pesant plus de 20 tonnes, sur une distance de 8 miles, à travers un terrain accidenté de collines et de vallées, sans endommager les coques fragiles des navires. En secret total pour que les Byzantins ne réalisent pas ce qui se passe avant qu'il soit trop tard. Et le tout dans un délai maximum de quelques jours. C'est un défi d'ingénierie qui semble franchement impossible avec la technologie du XVe siècle. Mehmed ordonne à ses ingénieurs de le rendre possible. Les ingénieurs ottomans conçoivent un système simple mais d'une ingéniosité remarquable. Ils construisent une route en bois massif qui traverse les 8 miles séparant le Bosphore de la Corne d'Or. Cette route n'est pas un simple chemin. C'est une piste de rondins soigneusement disposée côte à côte et graissée avec de la graisse animale et du savon pour réduire la friction. Les rondins sont placés perpendiculairement à la direction du mouvement, comme des rails de bois. Au-dessus de ces rondins, des planches de bois sont fixées pour créer une surface relativement lisse. Le tout forme essentiellement une immense piste glissante en pente douce qui permettra au navire de glisser lentement mais sûrement à travers les collines. Les travaux de construction commencent début avril dans le plus grand secret possible.
Des milliers d'ouvriers ottomans coupent des arbres, préparent les rondins, graissent à la surface et assemblent la route pièce par pièce. Les Byzantins observent une activité intense dans les collines au nord, mais ne comprennent pas ce qui se construit. Ils supposent que les Ottomans préparent des positions d'artillerie ou des campements. L'idée qu'ils construisent une route pour navires ne traverse l'esprit de personne parce que l'idée elle-même semble ridicule. Les navires ottomans doivent être préparés pour ce voyage extraordinaire. Les équipages retirent bas les mâts qui seraient trop lourds et encombrants. Ils allègent les navires en enlevant une partie du ballast. Ils renforcent les coques avec des madriers supplémentaires pour éviter qu'elles ne se fissurent sous la pression du transport terrestre. Chaque navire est équipé de câbles massifs attachés à la proue et à la poupe. Ces câbles seront tirés par des équipes de bœufs et d'hommes pour déplacer les navires le long de la route. Des équipes de dizaines de bœufs sont assemblées et entraînées spécifiquement pour cette tâche. Des centaines de marins ottomans sont briefés sur leur rôle dans l'opération. Tout est planifié avec une précision militaire obsessionnelle. Mehmed supervise personnellement chaque détail. Il sait qu'il n'aura qu'une seule chance. Si l'opération échoue et que les navires sont endommagés ou coincés à mi-chemin, il aura perdu une partie significative de sa flotte et révélé sa stratégie à l'ennemi sans aucun bénéfice. Dans la nuit du 21 au 22 avril 1453, l'opération commence. Sous le couvert de l'obscurité, les premiers navires ottomans sont tirés hors de l'eau sur le Bosphore et placés sur la route en bois graissé. Les équipes de bœufs commencent à tirer. Les marins poussent, les rondins grincent sous le poids des navires, mais tiennent. Lentement, mètre par mètre, les galères ottomanes commencent leur voyage impossible à travers les collines. Le bruit est contrôlé autant que possible. Les Ottomans utilisent des couvertures et des tissus pour amortir les sons. Ils choisissent une nuit sans lune pour maximiser l'obscurité. Les sentinelles byzantines sur les murs nord de Constantinople sont trop loin pour voir clairement ce qui se passe dans les collines. Elles entendent des bruits étranges, mais ne peuvent pas identifier leur source. Le transport de 70 navires prend toute la nuit et une partie de la matinée suivante. Certains navires montent des pentes raides tirées par des dizaines de bœufs. D'autres descendent des vallées en étant retenus par des câbles pour éviter qu'ils ne prennent trop de vitesse et ne s'écrasent. Des équipes d'ouvriers courent le long de la route pour regraisser constamment les rondins et réparer les sections endommagées. C'est un exploit de logistique militaire et d'ingénierie extraordinaire, impliquant des milliers d'hommes, des centaines d'animaux et une coordination parfaite sur plusieurs heures dans des conditions difficiles. Et cela fonctionne. Un par un, les navires ottomans traversent les Konari et les collines. Ils descendent la pente finale vers la Corne d'Or. Ils sont remis à l'eau dans la partie supérieure du port, loin de l'entrée gardée par la Chaîne et les Génois. Les équipages remontent les mâts, les voiles sont déployées, les canons sont chargés. Les navires forment une flotte à l'intérieur du port byzantin. L'impossible vient de se produire. Le matin du 22 avril, les Byzantins sur les murs nord de Constantinople regardent vers la Corne d'Or et voient des dizaines de navires de guerre ottomans flottant calmement dans leur port protégé. La confusion initiale se transforme rapidement en horreur quand ils réalisent ce qui s'est passé. Les Ottomans ont transporté une flotte entière par-dessus les collines pendant la nuit. Leur port sûr n'est plus sûr, leur approvisionnement maritime n'est plus garanti. Leur stratégie défensive, basée sur le contrôle de la Corne d'Or, vient de s'effondrer. Le choc psychologique est immense. Si les Ottomans peuvent faire l'impossible, transporter des navires par-dessus des montagnes, qu'est-ce qui les empêchera de franchir les murs? Le moral byzantin, déjà fragile, commence à se fissurer. Et Mehmed n'a pas encore lancé son assaut final. L'impact militaire immédiat des navires dans la Corne d'Or est tactique et stratégique. Tactiquement, les Byzantins doivent maintenant défendre un second front. Avant le 22 avril, toute la puissance défensive byzantine était concentrée sur les murs occidentaux, faisant face à l'armée ottomane principale. Les murs, le long de la Corne d'Or au nord, étaient gardés par une garnison minimale, parce que le port était considéré comme protégé par la Chaîne et les navires génois.
Maintenant, avec des navires ottomans à l'intérieur du port, les Byzantins doivent redéployer des soldats précieux vers les murs nord pour empêcher un débarquement ottoman. Mais la garnison byzantine totale n'est que de 7 000 hommes contre 90 000 ottomans. Chaque soldat transféré vers le nord affaiblit la défense des murs occidentaux. Les Byzantins n'ont pas assez d'hommes pour défendre efficacement les deux fronts simultanément. Stratégiquement, la présence ottomane dans la Corne d'Or menace directement la capacité de Constantinople à recevoir des renforts et des approvisionnements par mer. Les navires génois et vénitiens peuvent encore forcer l'entrée de la Corne d'Or en franchissant la Chaîne, mais maintenant ils doivent affronter non seulement les navires ottomans à l'extérieur, mais aussi ceux à l'intérieur du port. Les navires de ravitaillement deviennent des cibles pour les deux côtés de la Corne d'Or. Le risque pour les capitaines marchands augmente dramatiquement. Plusieurs capitaines génois et vénitiens qui envisageaient d'apporter des renforts et des vivres à Constantinople reconsidèrent leurs plans. Le coût potentiel de perdre leurs navires et leur cargaison devient trop élevé. L'isolement de Constantinople augmente progressivement, mais l'impact le plus important des navires transportés par terre est psychologique. Les Byzantins avaient basé toute leur stratégie défensive sur deux certitudes absolues. Les murs de Théodose sont imprenables, la Corne d'Or est protégée. Mehmed vient de détruire la deuxième certitude en faisant quelque chose que personne ne croyait possible. Si l'impossible peut se produire, si les lois naturelles elles-mêmes semblent se plier devant la volonté du jeune sultan ottoman, alors peut-être que les murs eux-mêmes ne sont pas aussi imprenables qu'on le croyait. Cette logique n'est pas rationnelle, elle est émotionnelle. Mais dans un siège long et épuisant, le moral et la psychologie comptent autant que les murs et les soldats. Les défenseurs byzantins commencent à douter. Certains commencent à murmurer que peut-être Dieu a abandonné Constantinople, que peut-être la ville est destinée à tomber. Ces murmures minent la cohésion et la détermination qui sont essentielles pour tenir un siège contre des forces supérieures. Les Byzantins tentent une contre-attaque navale pour détruire les navires ottomans dans la Corne d'Or. Dans la nuit du 28 avril, ils préparent une attaque avec des brûlots, des navires remplis de matériaux inflammables destinés à être dirigés vers les navires ennemis pour les incendier. Mais les Ottomans ont des espions dans Constantinople. Ils sont avertis de l'attaque planifiée. Quand les brûlots byzantins tentent de s'approcher des navires ottomans, ils sont interceptés et coulés avant de pouvoir causer des dommages. L'attaque échoue. Les Byzantins réalisent qu'ils ne peuvent pas facilement détruire les navires ottomans maintenant qu'ils sont à l'intérieur du port. La Corne d'Or est perdue. Mehmed intensifie la pression sur tous les fronts. Ses canons géants bombardent les murs occidentaux jour et nuit. Ses ingénieurs creusent des tunnels sous les murs pour les miner, bien que les défenseurs byzantins contre-tunnellent avec succès et détruisent la plupart de ces tentatives. Ces navires, dans la Corne d'Or, empêchent tout ravitaillement significatif. Ces espions, à l'intérieur de Constantinople, sèment de la division et la peur. Le siège devient une guerre d'usure où les Ottomans ont tous les avantages. Ils sont 80 000 contre 7 000. Ils ont des ressources illimitées venant d'Anatolie. Ils contrôlent maintenant les deux approches maritimes de Constantinople. Les Byzantins s'épuisent lentement mais inexorablement. Le 29 mai 1453, après 53 jours de siège, Mehmed ordonne l'assaut final. Vague après vague de soldats ottomans attaquent les murs affaiblis. Les Byzantins, épuisés, en sous-effectif, sans espoir de renfort, se battent avec un courage désespéré. L'empereur byzantin Constantin XI meurt en combattant sur les murs, refusant de fuir. Mais le courage ne suffit pas contre des nombres écrasants et un épuisement total. Les Ottomans franchissent les murs en plusieurs points. Ils se déversent dans la ville. Constantinople tombe. L'Empire byzantin, qui a duré 1000 ans depuis la chute de Rome, s'éteint. Mehmed II, âgé de 21 ans, entre triomphalement dans la ville qu'il a juré de conquérir. Il sera connu dans l'histoire comme Mehmed le Conquérant. Et la tactique qui a brisé la résistance byzantine n'était pas ses canons géants, ce n'était pas le nombre de ses soldats,
C'était sa volonté de faire l'impossible, de transporter des navires là où les navires ne peuvent pas aller. L'exploit de Mehmed en 1453 reste unique dans l'histoire militaire mondiale pour son échelle et son audace. D'autres commandants, avant et après lui, ont transporté de petits bateaux sur de courtes distances, mais 70 navires de guerre sur 8 miles à travers un terrain accidenté dans un délai de quelques heures. Cela n'a été fait qu'une seule fois, et cela a changé le cours de l'histoire. Constantinople devient Istanbul, capitale de l'Empire ottoman pour les 470 années suivantes. Le détroit du Bosphore passe sous contrôle ottoman, coupant les routes commerciales européennes vers l'Asie et déclenchant indirectement l'âge des découvertes quand les Européens cherchent des routes alternatives vers l'Orient. La chute de Constantinople envoie des milliers d'érudits byzantins fuir vers l'Italie, emportant avec eux des manuscrits grecs anciens qui alimenteront la Renaissance européenne. Un empire se termine, un autre commence, et tout cela parce qu'un jeune sultan a refusé d'accepter l'impossible comme réponse. La leçon de Mehmed II n'est pas seulement militaire, elle est stratégique et psychologique. Quand vous faites face à un problème que tout le monde considère comme impossible à résoudre, la solution n'est pas d'accepter l'impossibilité. La solution est de changer les règles du jeu. Les Byzantins pensaient que les navires ne peuvent entrer dans la Corne d'Or que par la mer. Mehmed les a fait entrer par la terre. Les défenseurs pensaient que les murs sont la défense ultime. Mehmed a attaqué non pas les murs, mais le moral qui les défendait. L'impossible n'existe que jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Le 22 avril 1453, 70 navires ottomans ont marché sur la terre. Et 6 semaines plus tard, 1000 ans d'empire se sont effondrés.